Salut, c'est Alexis et vous écoutez le podcast de Contournement sur les technologies no-code. C'est l'épisode numéro 52 que vous vous apprêtez à écouter. C'est donc le 3e épisode de la 5e saison. Et on continue dans la lignée un petit peu de l'épisode précédent avec Simon. Et on va pas du tout parler d'outils dans cet épisode, puisque j'ai invité Kitty Rose, qui est une membre de la communauté No-Code France depuis très longtemps, qui est une no-codeuse avertie, mais qui est aussi passionnée par le no-code sous un angle plus sociologique et philosophique, j'ai envie de dire. Et c'est le sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Voilà, donc c'est une conversation à deux, même si c'est Kitty qui parle principalement. Et j'espère que ça vous plaira. C'est très différent de tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, mais c'était aussi un petit peu cette volonté de cette saison 5. Si vous avez envie de parler d'Airtable, des outils, vous avez l'épisode 50 déjà, où on parle de ça pendant 2h45, et puis vous avez aussi 40 épisodes avant, tous les débuts. Voilà, donc là on s'échappe un petit peu, on élargit le scope, on fait un zoom un peu arrière, et puis un petit travelling aussi un peu sur le côté, pour parler de ce que peut amener le no-code aussi un petit peu dans notre société, de ce que ça veut dire ce mot no-code. Donc voilà, mais je vous spoil pas trop et je vous laisse tout de suite avec cette conversation. Salut Kitty. Yo, salut, Ça va ? salut à tous. Oui, ça va très très bien. Eh ben écoute, merci d'être avec moi ici dans les bureaux de Contournement pour cet épisode spécial, cet épisode numéro 52, où on va avoir une discussion. Ça va être quelque chose d'un petit peu différent d'habitude, comme tous les épisodes de cette saison. Et on va parler ensemble de plein de sujets que tu as proposés. Alors le thème un petit peu originel qu'on avait imaginé, c'est un petit peu le no-code comme outil politique. Mais je pense que sous-entendu là-dedans, il va y avoir plein de choses. Voilà, donc je vais te laisser la parole. Je pense que tu vas beaucoup plus parler que moi, mais je suis très curieux. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Voilà, voilà, on va arrêter de parler des outils, de parler de la technique, tout ça. On va essayer d'un petit peu élargir le débat. Je pense qu'il y a des choses, voilà, sans rentrer dans la philosophie de comptoir, mais il y a plein de choses super aussi quand même à évoquer ensemble. Donc voilà, est-ce que avant qu'on entame et vraiment qu'on parte dans le vif du sujet, est-ce que tu veux nous dire un petit peu qui tu es ? Alors déjà, je voulais te remercier de m'avoir accepté ici. Hein. Je veux dire aussi un petit peu aux auditeurs en fait que j'ai pas mal harcelé pour venir ici. C'est pas vrai. Si, je voulais venir depuis si longtemps. Je veux venir au podcast. Je veux faire une émission au podcast parce que j'avais pas forcément envie de parler d'outils, mais j'avais envie de parler du no-code autrement. Et donc, du coup, je me suis dit, pourquoi pas. Et là, tu m'as dit, ouais, ça peut être pas mal, ce sujet. Je fais, oui. Donc voilà. Donc, alors, Alors, dis-moi qui tu es. Présente-toi quand même à nos auditeurs. Hein. Ouais, alors, quelle version de Kitty je vais présenter ? Du coup, je suis dans l'équipe de No-Code France depuis 1 an et demi. Un peu depuis le début, en fait. Quasiment. Depuis le mois de septembre. La seule fille. C'est vrai. Enfin, dans l'admin no-code. Enfin, bon, bref. Et donc, à l'origine, je suis linguiste. Donc, j'ai pas du tout fait des études d'ingénieur. Et je travaillais comme prof pendant 2 ans. Ça a été assez rapide. Et en tant que linguiste, j'avais commencé une thèse sur tout ce qui était la notion de domination et de manipulation par le langage. Parce que ça m'intéressait beaucoup de savoir comment on pouvait utiliser le langage pour manipuler les gens, à toute fin utile, hein, n'est-ce pas ? Et ensuite, donc, du coup, j'étais prof. Après, je travaillais 8 ans dans le pharmaceutique. Ne me demandez pas comment je suis entrée là-dedans. Puis 4 ans dans la robotique. Ne me redemandez pas comment je suis entrée là-dedans. Et, on te demandera une autre fois. Oui, enfin, en gros, grâce à l'allemand et au japonais. Voilà, tu me l'as demandé, je l'ai fait. Non, parce que tu m'avais déjà raconté l'histoire et c'était plus long que ça. Mais ça sera pour une autre fois. Oui, je pense que je suis pas là pour en parler. Mais cela dit, c'était très intéressant aussi. Ouais, mais plus tard, quand j'aurai... On peut pas dévoiler tous tes secrets. Encore. Oui, tu ne les sauras pas. Donc du coup, on a... Et puis là, je travaille depuis bientôt 3 ans dans tout ce qui est domotique et composants électroniques pour faire de l'ultra-wideband. Mais qu'est-ce qui t'a amené au no-code, finalement ? Alors, ça faisait un petit moment que je voyais certaines choses comme Zapier,
j'étais toujours intéressée parce que j'étais beaucoup dans le milieu entrepreneurial. J'étais tout le temps fourrée The Family dans le 4e. Et on entendait beaucoup parler de Zapier, d'entrepreneurs qui bidouillaient pour faire des choses et qui utilisaient des outils et qui arrivaient à faire les choses par eux-mêmes. Je trouvais ça assez fascinant. Il y a eu tout un pan avec notamment le mec de Comet que t'as accueilli. Ouais, lui avait été un vrai tournant quand j'avais vu, je crois que son entretien, là, lorsqu'il avait fait, il était passé à coup d'état. J'avais vu 6 ou 7 fois et je me suis dit, mais ce mec, il explique que tout est possible, quoi. C'est super intéressant, quoi. Je me suis dit, mais... Très inspirant, ouais. Il expliquait, voilà, on peut faire avec quelques petits outils puissants, on peut faire on peut aller loin, on peut monter une boîte et on peut gagner de l'argent et on peut avancer là-dessus. Et je me suis dit, est-ce qu'un autre avenir est possible? mais ça fait trop de témoins de Jéhovah, donc je vais pas le dire comme ça, mais tout à coup, le ciel s'est entrouvert et un soleil est entré. Et donc, du coup... Tu as vu la lumière. Oui, ça fait un moment que je la vois. mais je me suis dit, ouais, pourquoi pas. Et du coup, après, on s'était vu à une réunion de The Family. Moi, justement, je sais plus comment ça s'est passé. Y avait un ami... Je me souviens bien. Ouais. Oui, c'était inoubliable. Il y avait un ami qui, je crois, c'était rigolo parce qu'il y avait un ami au boulot et j'en peux plus, je peux plus continuer à faire de la domotique, j'en ai trop marre. Et il me dit, mais pourquoi tu ferais pas du Webflow? Et je suis tiens, qu'est-ce que c'est comme outil? Et j'ai commencé à regarder et je me c'est super bien et tout. Kevin, il était très beau et il disait des choses hyper intéressantes. Écoutez toujours les Kevin, note de la rédaction. Et donc du coup j'ai commencé à regarder ce truc là et puis en fait j'ai commencé à regarder j'ai cherché sur internet et je suis tombée sur ce fabuleux entretien avec Théo Roland et toi et j'ai fait waouh, quelle belle voix. Épisode numéro 3 du podcast. Numéro 2, pardon. Numéro c'est le 3e, parce que comme il y a un numéro 0, ça me perturbe, mais il faut oui. que... Ouais, mais c'est l'épisode numéro 2, ouais, avec Théo. Et donc, je l'ai beaucoup, beaucoup écouté, j'avais trouvé très sympa, et en fait, il s'est trouvé qu'une semaine et demie après, il y avait un événement à The Family. Meet-up, ouais. Ce qui a été le tout premier meet-up que The Family a organisé sur le no-code, où il y avait Charles Thomas, de Comet, il y avait Emmanuel, le cofondateur de Bubble, et Clément, de EvoDev. Voilà, et tout le monde était... français, parlait en anglais. On avait trouvé à peu près ridicule, mais bon, ça c'est pas grave. Non, mais moi j'avoue que c'est quelque chose, mais je l'ai déjà dit publiquement, je suis pas très fan de The Family, sur le fait qu'ils fassent beaucoup de choses en anglais, même quand je comprends cette ouverture, etc., mais je trouve ça dommage, quoi. Bref, ça c'est un autre débat. Mais du coup, c'est ça qui est très bien avec tous ces meet-up là, c'est que c'est le après. C'est que donc, du coup, après, on pouvait discuter avec les gens. Moi, j'avais discuté un peu avec le mec de Bubble. Et donc, il y avait Clément j'avais parlé avec 2 autres personnes parce que j'avais posé des questions, je crois. Et qui ont dit, mais non, mais les personnes qui ont fait le podcast, ils sont là. Et du coup, je t'ai sauté dessus comme un bélier. J'ai adoré. Et du coup, après, on est restés, on a discuté ensemble et tout. Et je me suis dit, mais je veux trop adhérer à ça. Et ensuite, donc, il y a eu, quelques mois après, il y a eu le confinement. Et pendant 2 mois, j'étais en chômage technique et je me suis mise à fond là-dedans. J'étais à fond dessus, je regardais en fait et j'étais complètement surexcitée en me disant mais il y a plein de possibilités en fait, il y a plein de choses qu'on peut faire. C'est fou quoi, j'étais dans un enthousiasme incroyable. Alors déjà, je le suis d'habitude. mais là, j'étais là, oui, génial, je vais tout faire. J'ai l'impression d'être l'espèce de un mélange de Beyoncé, de complètement dans l'énergie, quoi. Genre, super. Et puis en même temps, la possibilité de faire quelque chose, de me dire, je suis toute seule, mais je vais pouvoir faire quelque chose, quoi. Et j'étais très, très contente. Et du coup, je découvrais quand même avec beaucoup d'intérêt, avec un intérêt dévorant un petit peu tous ces outils qu'il y avait. Donc on était en train de construire la communauté. Et après, j'ai quand même réfléchi un petit peu à tout ça et chercher des outils pour des outils, c'était pas forcément ce que je cherchais. Et en même temps, j'étais hyper enthousiaste et j'arrivais pas à livrer. Et en fait, du coup, j'étais en train de me dire, mais il y a quelque chose qui va pas et en même temps, il y a quelque chose qui m'émeut beaucoup là-dessus, c'est qu'est-ce que le no-code, quoi, en fait. Et j'arrivais pas à comprendre au fond de moi ce qui me surexcitait là-dedans et en fait j'avais vachement réfléchi par rapport à l'aune de tout mon passé, de tout ce qu'il y avait en fait et je me suis toujours beaucoup intéressée à tout ce qui était avec le temps. Le fait d'avoir été prof m'a ouvert l'esprit
Énormément politiquement. J'étais documentaliste, en gros, j'ai fait des stages sur différentes écoles et différentes structures. Et ça m'a sauté aux yeux les différences sociales et comment elles pouvaient arriver très très tôt dans une vie, en fait. Et moi, ce qui m'intéressait, effectivement, c'est de voir comment les différences en société pouvaient être sur l'accès à pas mal de choses, quoi. L'accès à la connaissance, l'accès à la culture, comment les communautés elles pouvaient vivre ensemble, cohabiter, enfin, sans se connaître et sans réellement interagir. Et je m'intéressais un petit peu à tout ça, et en fait, je me suis dit vraiment qu'est-ce que c'est qu'une société, comment marche une société, et en fait, quand on voit la définition, est-ce que tu vois à peu près la définition? Comment tu pourrais me définir la société, toi? Qu'est-ce que ce serait pour toi la société? Comment tu définirais une société? Un groupe de gens qui ont décidé de vivre ensemble, de s'accorder peut-être sur quelques règles qui vont les... Ouais, je dirais ça comme ça. J'avoue que je m'étais jamais posé la question. Ouais, mais c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est qu'effectivement, c'est qui veulent vivre ensemble. Je sais pas si parfois il y a des volontés. En fait, c'est tu vis, tu nais et tu évolues dans une société sans forcément pouvoir. Au début, cette société, elle t'a imposé puisque tu nais dedans, en fait. Et c'est vrai que c'est tout un terme d'ensemble de normes, de comportements, de culture, de codes inhérents à cette communauté. J'aime bien aussi utiliser le terme de communauté, parce que dans une société, il y a en quelque sorte des mini-sociétés qui sont en gros des communautés. Des communautés, il y a différentes communautés qui vivent, qui interagissent au sein d'une même société. Par exemple, tu peux tout à fait être dans une communauté, je caricature un peu, mais en gros, toi, tu vas avoir tes codes au travail. Tu vas avoir tes codes dans une structure avec tes amis, des codes et des structures et des normes où tu vas t'adapter en famille, qui peuvent ne pas du tout être les mêmes. Et après, tu as tout un tas d'autres structures dans une société qui ont des codes puissants. Donc je pense à la prison, notamment, l'hôpital, où il y a des codes inhérents, l'école, où il faut tout le temps des capacités d'adaptabilité, de compréhension de ces codes, et sinon tu vas pas pouvoir t'intégrer, en fait. Et qu'est-ce qui se passe quand tu n'intègres pas quelque chose et que tu comprends pas? Qu'est-ce qui se passe? Bah, si tu t'intègres pas, en général, c'est les gens qui t'intègrent pas, quoi, finalement. C'est un peu... Donc, tu te retrouves tout seul, tu fais ta vie dans ton coin. Je sais pas. Bah, en fait, tu ressens souvent... Normalement, c'est pas toi qui poses les questions. Hein. Ouais, mais... non, je plaisante. Mais non, mais... J'ai pas l'habitude de répondre à des questions. Ouais, mais on discute ensemble. Non, bien sûr, je plaisante. Mais t'as pris Kitty Bellier, t'assumes, mec. Hein. Bah, non, mais parce que du coup, je me dis, putain, faut que je dise des trucs intelligents, tu vois. Je suis pas préparé, je suis pas... Non, mais c'est vrai que c'est une position, c'est des questions qu'on se pose pas forcément, en fait. C'est en fait tous ces milieux-là, en fait tous ces milieux, tous ces endroits-là, en fait, ils ont des codes intrinsèques. Donc des codes qui se manifestent par le langage, qui se manifestent aussi par des attitudes et par des choses qui sont parfois tu vas pas pouvoir les sentir, ou tu vas pas pouvoir par exemple les définir de manière très très claire, mais tu te sens exclu. Parce que tu n'as pas compris tellement. Je pense, par exemple, j'ai un exemple parfait, j'ai travaillé dans une start-up. Je sortais du milieu pharmaceutique qui était très réglementé. Je ne comprenais rien. Ils avaient un code de vocabulaire, par exemple, le vocabulaire qu'ils avaient, qu'ils utilisaient, leur manière d'agir. Je ne comprenais rien. Ça a été très, très difficile au départ parce que, je ne comprenais pas leur code, leur langage. Deux, la manière dont ils fonctionnaient. Et la manière dont ils s'adaptaient sur certaines choses où je venais complètement d'un autre milieu qui est extrêmement réglementé, et on vivait pas du tout les choses de cette manière-là, quoi. Et le premier truc qui m'a sauté aux yeux, parce que effectivement, comme j'étais linguiste, c'est le langage. Je ne comprenais pas les mots qu'ils mettaient en anglais au milieu, et je me disais, mais je ne peux pas communiquer avec vous. Donc comme je ne peux pas communiquer avec vous, je ne peux pas entrer en interaction avec vous. Donc mettre des codes, en fait, c'est un des éléments qui, par essence, définit une communauté. Parce qu'elle va permettre, dans cette communauté, à ce que les gens se reconnaissent entre eux. Et donc, exclure ceux qui ne sont pas dedans. Et donc, là, on en vient
quand on en vient à cette expression de no-code, c'est fascinant parce que qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Qu'est-ce qu'on... On lève les choses... Enfin, tu vois, je sais pas comment tu... Non, mais c'est intéressant parce que tu as employé plein de fois, du coup, le mot code, là, juste avant, et tu fais un rapprochement sur ce côté no-code. Enfin, je sais pas, en fait, je veux pas préempter, mais du coup, je vais réfléchir en même temps, tu vois, je veux pas préempter ce que tu veux dire, parce que déjà, je sais pas non plus tout ce que tu veux dire. Mais c'est vrai que moi, ça me fait réfléchir par rapport à ce que moi, j'ai envie de construire aussi avec cette communauté no-code. Et c'est vrai que j'ai envie qu'il y ait moins de code, littéralement, informatique, mais aussi peut-être moins des codes de la société, etc. Et qu'on puisse construire aussi cette communauté un peu différente. Tu vois, c'était peut-être pas du tout vers ça que tu voulais aller, mais tu vois, quand j'ai commencé à réfléchir à cette communauté, et à l'animer au début, j'ai regardé comment, tu vois, j'ai tapé littéralement comment animer une communauté Slack sur Google, quoi. Et donc, je suis tombé sur des trucs qui étaient très formatés, très codifiés, quoi, finalement. Et donc, j'ai reproduit un peu ces choses-là. Et, pas tant que ça, je crois, pas trop, mais c'est naturellement un peu vers ça que je suis allé. C'est-à-dire, j'ai essayé de reproduire des codes qui venaient d'ailleurs dans la nôtre, quoi. Et en fait, aujourd'hui, c'est plus du tout ce que j'ai envie de faire. Alors maintenant, je suis plus le seul à décider et on décide de ça collectivement, mais je trouve qu'il y a un double niveau, quoi. Mais t'as vu comment, en fait, c'est exactement ce que tu viens de dire. À chaque fois que tu veux créer une communauté, tu vas le créer sous des règles et des codes qui sont inhérents à cette communauté. Et que la communauté, en fait, que des gens vont pouvoir accueillir parce qu'ils connaissent déjà ces codes-là, ou ils vont devoir s'adapter. Ou ils vont être de retrait, ils vont observer, en fait. Ça, c'est une posture d'ailleurs qui n'est pas forcément mauvaise. Hein. Moi, non, pas du tout. Moi, je pense qu'il vaut mieux des fois, quand tu viens dans une communauté que tu connais pas, être un petit peu en retrait, regarder un petit peu comment ça se passe avant de... Mais c'est la base. C'est l'observation qui va créer le mimétisme. Tout le monde ne fait pas ça, quoi. Il y en a, ils viennent les pieds dans le plat. Je sais pas, tu vois, si je transpose là dans ce qu'on vit, il y en a qui vont arriver dans la communauté de No Code France comme s'ils arrivaient, je sais pas, dans une communauté de gros hackers, se comporter comme, je veux pas dire du mal des communautés de gros hackers, mais je sais pas, mais or, on est dans une communauté no code, ou alors des devs qui viendraient, tu vois, et qui vont transposer leur truc, alors que finalement, nous, on essaie de faire un truc un peu différent, et il y a des choses qui sont différentes, de manière inhérente à notre à nos centres d'intérêt partagés, etc., quoi. Mais bon, je dérive un peu. Non, mais t'as tout à fait raison, parce que du coup, l'adaptabilité, elle passe par l'observation. Et non pas effectivement comme tu le dis toi-même, si quelqu'un essaie de calquer une communauté sur une autre, il y a un décalage. Ouais. Et donc forcément, d'une certaine manière, il va y avoir un recadrage parce que ce n'est pas adapté à notre communauté, qui a ses codes, même en no code. Ouh là là, on creuse, c'est bon. Et donc du coup, moi j'avais beaucoup du fait de cette expérience de linguiste. J'étais beaucoup marquée par le fait que ça s'appelle no code aussi, par toutes les opportunités que ça a amené en fait. Ça a amené. Je voudrais quand même qu'on revienne juste un petit peu sur la société et tout ça en fait. La société, elle est régie telle qu'elle est en ce moment par. On va pas revenir sur les termes, mais je vais pas revenir sur les termes marxistes de lutte des classes, mais par des catégories socioprofessionnelles et des répartitions de pouvoirs qui sont très différents selon justement la quantité de personnes qu'il y a sur les modes. Donc il y a toujours une minorité qui va diriger une très grande majorité. Et cette minorité, en fait, en gros, elle est régie pour pouvoir y entrer. Si tu viens pas de ce milieu, c'est extrêmement difficile. Donc c'est pour ça qu'il y a tous ces romans de parvenus avec Bellamy notamment, ou tous ces romans qui veulent arriver à faire à réussir dans des milieux. Moi, je repense d'ailleurs au Woody Allen, là, celui qui était le prof de tennis, là. C'était super intéressant, celui-là aussi. Matchpoint. Ouais. Et comment t'arrives à intégrer une société, une classe qui n'est pas la tienne, parce que t'es intelligent et puisque t'arrives à utiliser pas mal d'autres outils que la société te donne, puisque tu n'es pas bien né. Enfin bon, bref. Passons ce point-là. Donc, sans étendre forcément ces éléments-là, on arrive justement à toujours avoir un espèce de frein et de contrainte pour certaines
certaines personnes, l'individu peut être souvent freiné et contraint parce que la société lui pose ces contraintes-là. Et tout ça, c'était avant effectivement l'arrivée d'Internet ou enfin à l'arrivée d'énormes outils de démocratisation et d'accessibilité que sont notamment Internet, que sont les téléphones portables par exemple, donc une accessibilité à l'information qui est quasi immédiate. Et l'arrivée du no-code aussi fait sens là-dedans aussi. C'est-à-dire qu'effectivement, en ce moment, les choses qui étaient les plus difficiles pour pouvoir accomplir quelque chose au niveau, je veux lancer un produit, quoi que ce soit, c'est « Ah, mais je peux pas, il me faut quelqu'un, je peux pas coder. Je sais pas coder. Je sais pas utiliser tel langage. » Donc du coup, il y avait ce frein d'accessibilité à un langage pour permettre de produire un service ou un produit. Quoi que ce soit d'autre là-dessus, quoi. Et donc, du coup, le no-code est venu en disant « Ouais, coucou, hop !» le dernier frein qui existait, qui faisait que, tu ne pouvais pas avoir une ligne droite entre ton idée et l'accomplissement de ton idée, et ben, elle vole en éclats. Elle vole en éclats. Donc, du coup, on arrive à des situations où tu peux passer de l'idée à l'exécution sans avoir besoin de personne d'autre que toi-même. Et de prendre du temps, évidemment, pour te former sur ces outils. Tu as des outils qui sont accessibles avec une formation modérée. J'insiste. Hein. Et on arrive à un changement de paradigme. Et c'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau. Donc, c'est-à-dire, il y a des choses qui se renversent dans cette société. L'individu n'est plus régi, oppressé par une société, oppressé au sens premier du terme, c'est-à-dire, je peux pas parce qu'il faut que j'accomplisse ça, il faut que je fasse ça, et que, en fait, du coup, j'ai pas fait le bon choix. Hein. Je suis condamnée parce que voilà, j'avais 14 ans, j'étais débile et donc j'ai pas pu aller en seconde générale, j'étais en BEP, je suis bloquée. Non, il n'y a plus tous ces trucs-là. On n'est plus bloqué par des Comme dirait Kerry James, on n'est pas condamné à l'échec, quoi. Oui. Je connais pas ta copine, mais je rigole. Oui. On n'est pas condamné à l'échec, exactement. Et par rapport à cette société qui préfigure en fait tes capacités de succès, tes capacités d'échec sur certaines choses, toi, tu vas venir en tant qu'individu avec ton envie, ta volonté, et des outils comme Internet, des outils comme le no-code vont permettre de dire, tu as une idée, elle est précise en tête, tu veux la faire, eh bien c'est possible. Et quelles que soient tes origines ou quoi que ce soit. Donc moi, par exemple, je sais pas si tu connais Niti Saran. Non. Tu ne connais pas Niti Saran. Non, donc ça veut dire que tu ne t'intéresses pas à Instagram ni aux filles de 15 ans qui parlent sur Twitter. Effectivement. Ouais, d'accord, je vais faire semblant de te croire. non, mais en gros, non, sérieusement, cette fille me fascine. Elle a 15 ans, elle a pris son petit Twitter. Elle est indienne. Son petit Twitter, je sais pas si elle vit aux États-Unis, mais en tout cas, elle parle très bien anglais. Mais en tout cas, elle est indienne, ça c'est sûr. Elle a pris Twitter, Podia, et elle a mis en place un système. Elle a utilisé un peu aussi Gumroad. Voilà, elle a utilisé ces 3 outils. Et elle a mis en place, à 15 ans, je te fais une formation pour apprendre à maîtriser complètement Instagram. Okay. Et qu'est-ce qui se passe là-dedans ? Moi, je l'ai pris. Et en fait, ce que je trouve absolument fascinant, c'est qu'elle se met dans une posture d'autorité. Elle n'en a rien à faire de son âge. Elle estime qu'elle a suffisamment d'expérience et qu'elle peut apporter des choses aux autres, ce qu'elle fait. Donc sur Twitter, régulièrement, elle a des propos, tu sens... Bon, effectivement, tu lis son Twitter, tu sens vraiment qu'elle a récupéré d'autres choses et tout, mais il y a cette volonté de dire « Oui, tu peux y arriver si tu veux, tu fais ci, tu fais ça ». Elle a appliqué sa posture pour créer quelque chose, donc pour créer une formation. Elle a utilisé son petit Gumroad au début pour faire un e-book, puis ensuite elle a utilisé Podia pour faire sa formation. Elle a fait la pub sur Twitter, et des gens du monde entier qui sont 2 fois, 3 fois plus âgés qu'elle lui achètent ça. Qu'est-ce qui se serait passé dans le monde des années 90, des années 80 ? Qu'est-ce qu'on fait ? Rien, il se serait passé rien. Il serait passé quoi qu'une petite indienne, là, elle vienne en disant « J'ai 15 ans et je veux montrer au monde entier que je sais faire ça ». Ça serait rien passé, elle aurait rien fait, elle serait restée. Elle aurait sûrement même pas osé le dire, tu vois. Parce que elle n'aurait pas eu le canal pour dire quoi que ce soit, de toute façon. Ouais,
Oui, elle n'aurait pas eu le canal. Disons que, évidemment, elle n'aurait pas été experte d'Instagram en dans les années 90. Allez, admettons, elle aurait pu aller voir un éditeur pour proposer un livre et puis il lui aurait sûrement ri au nez. Exactement, voilà. Donc, du coup, en fait, le circuit d'autorité, entre guillemets, qu'aurait pu être l'édition à ce moment-là, en fait, lui aurait dit, mais en quoi tu te places en tant que figure d'autorité, tu as 15 ans? Ou alors je vais te manipuler. Je vais dire, ouais, elle est magnifique, elle a 15 ans, je vais utiliser un petit peu ce truc-là. Mais en aucun cas, elle n'aurait pas pu aller dans des médias, elle n'aurait pas pu aller dans de l'édition, elle n'aurait pas pu aller voir des écoles pour dire, voilà, j'ai 15 ans, je veux proposer ça et tout, parce que je sens que je connais les choses. Les circuits officiels prédominants de l'époque ne lui auraient accordé aucune valeur. Du fait de son âge, du fait même des origines où elle était. Là, elle a pris des outils qui existent en ce moment, qui ont une certaine universalité. Évidemment, il faut savoir parler anglais, mais ça, c'est un autre débat. Donc là, il faudra ça là-dessus. C'est une des frontières. Enfin, des barrières à l'entrée, pardon. Et elle est venue et elle a mis ça en place, et je trouve ça assez fascinant, et je cautionne ça, en fait. Je me dis, je suis une fille indienne de 15 ans, et bien tout ça, c'est pas un problème, parce que je vais te vendre quelque chose, parce que je sais que je sais. Et ça, c'est possible maintenant. Et ce qui n'était pas possible avant. Et c'est un changement de paradigme, comme on a pu voir. Tu te rappelles cette histoire de ce gamin-là ça m'a fasciné. Je crois que c'est un des rares trucs que j'ai retenu du premier confinement. Ce petit haut de 14 ans, je sais pas, j'ai un truc avec cet âge-là, 14-15 ans. Ce petit haut qui faisait avec son imprimante 3D, qui faisait des masques pour l'hôpital. Parce qu'il n'y en avait plus. Je me souviens pas d'un enfant en particulier, mais je me souviens qu'effectivement, il s'est passé plein de choses quand même comme ça. Tu vois le gamin qui est tout petit et qui est à côté, assis par terre, à côté de son imprimante 3D et qui en fait à la chaîne et qui pallie à un problème d'état, tout seul, avec son imprimante. Un individu, a priori mineur, donc quelqu'un qui n'est pas censé avoir un impact, aide la communauté. Littéralement mineur, oui. Ouais. Aide la communauté, a un impact sur sa communauté, en fait. Et c'est en ça que c'est fascinant, en ça que le no-code participe à cela. C'est redonner, ce que j'appellerais un peu le truc, le Greta Thunberg, mais redonner la puissance à un individu d'agir sur sa communauté en pouvant créer des choses de A à Z telles qu'il souhaite le faire. Soit si on le formule un peu différemment, comme le ferait Erwan, se réapproprier les moyens de production du web, par exemple, si on restreint un peu... Elle est où la dimension politique là-dedans, là ? Si tu te réappropries les moyens de production ? Oui, bon, écoute, ouais, ça fait très marxiste, hein, certes, mais il y a... Ça place pas l'individu au centre, effectivement, de la démarche. Il y a cette... On n'aurait jamais pu penser avant que quelqu'un qui est dans un enfant, quoi, un ado, puisse avoir ce positionnement vis-à-vis Là, tu parles de la dimension politique. Oui. Au sens politique. Police. De la cité, quoi. Oui, de la ville. Il y a ce côté-là, voilà. Je reviens au centre de ça et j'ai ma place ici et je peux aider et je sais en quoi j'ai ma place ici. Mais ça, c'était des choses que je trouvais très très fortes et que je trouve assez fascinantes dans cette période actuelle, en fait. Hein. C'est qu'on n'est plus dans des grosses structures, les adultes ils vont faire des manifs, blablabla et tout ça. Il y a des gens qui vont faire des actions au quotidien. Comment ça, toi, tu as beaucoup plus d'exemples de ce qui s'est passé avec le confinement et Glide, en fait, quand ils ont utilisé Glide. Qu'est-ce que... Non, effectivement, c'est vrai qu'il y a plein de gens qui ont essayé de contribuer. C'est-à-dire que je pense qu'on s'est tous retrouvés très, très, très faibles et démunis face à cette pandémie. On n'a rien compris à ce qui se passait. On était enfermés chez nous. Donc, en plus, tu pouvais pas construire des choses. Je sais même pas qu'est-ce qu'il fallait faire, tu vois, mais tout le monde pouvait pas aller à l'hôpital donner un coup de main. De toute façon, clairement, du fait de la pandémie, il fallait plutôt tout rester chez soi. Donc, il ne restait plus que le numérique, finalement. Et donc, plein de gens se sont tournés vers Glide, dans les outils no-code, puis c'est le plus simple à prendre en main. Et il correspond à plein de cas d'usage, puisqu'il permet de faire des applis mobiles. Et donc, c'est vrai qu'il y a eu plein d'exemples, super, plus ou moins triviaux, hein, mais c'était l'épisode 19 du podcast. Du coup, on avait fait cet épisode spécial avec Stan, où on avait eu 5 exemples. Un exemple sur la santé, un exemple citoyen, sur un exemple plus... que Pierre Tillemans là, à Bruxelles, payer pour payer, organiser une petite app pour payer des repas aux infirmiers, aux infirmières.
et au passage aider les restaurateurs. Voilà, et tout ça en quelques heures de travail sur une appli mobile. Donc effectivement, les gens se sont emparés de cet outil dans plein d'objectifs différents, mais tout le monde a contribué, ou au moins ou certains se sont plus divertis. Il y a plein de gens qui ont fait des catalogues de ressources, des choses comme ça. Donc c'est vrai, hein, ça c'était très intéressant. C'était un des premiers exemples, je pense, vraiment de no-code un peu à grande échelle pour le public, quoi. Enfin, c'est pas un exemple, une illustration, on va dire, un peu de ce dont tu parlais et de ce côté comment tous on peut faire quelque chose, quoi, quand on en a envie. Et là, ce que tu montres, effectivement aussi, c'est hyper important parce qu'il y en avait qui ont fait des trucs sur l'aspect citoyen, d'autres qui ont voulu dépanner un petit peu des équipes soignantes au niveau matériel. Donner du divertissement, il y en avait, c'était des listes de séries à regarder, enfin, truc ça n'avait pas forcément une dimension politique, mais plus on se dit, ok, on fait quelque chose, quoi, au moins, déjà. Voilà, c'est ça. Donc tu remets l'individu au creux d'un plan d'action sur des strates de la société. On n'est plus paralysé par se dire de toute façon, mais qu'est-ce que je peux y faire moi tout seul, blablabla. On fait. Ah ouais, mais ça, ce sentiment, je sais pas si moi j'ai l'impression de l'avoir beaucoup vécu avant. Alors tout n'est pas lié au no-code, hein, mais c'est vrai, avant d'avoir vraiment de la technique, etc., enfin avant vraiment Internet, quand j'étais plus jeune, je me disais, mais qu'est-ce que je peux faire, quoi, tu vois, qu'est-ce que je peux faire pour aider? Je sais pas comment dire, tu vois, je me suis toujours dit un peu le bénévolat un peu basique, ça m'a jamais trop séduit parce que je me disais peut-être je peux mieux faire, et en même temps je savais pas quoi faire. Et c'est vrai que après, en ayant acquis des compétences plus techniques, ou en tout cas avec ce numérique, je me suis dit ça me correspond, quoi. Ça là, ok, je peux avoir un impact. Et comme tu le souhaites, parce qu'effectivement, ce que tu dis sur le bénévolat, c'est très vrai. C'est-à-dire que quand tu voulais aider, tu allais dans des structures comme l'église, par exemple, ou des associations qui étaient très cadrées. Je vais pas à l'église, mais oui, t'as raison. Non, mais aux États-Unis, c'est encore pire. T'as des communautés extrêmement précises selon tes origines. Ouais. Et d'emblée, en fait, ton champ d'action au niveau du libre arbitre, il est limité. Parce que t'es au sein d'une autre structure. Quoi. Alors que là, effectivement, comme tu dis, avec le numérique, tu peux sortir quelque chose librement, que toi t'as fait, de A à Z. Je veux dire, c'est vraiment ce côté aussi soi-même, c'est vrai. C'est-à-dire, ok, je dois pas aller dans une asso, faire la démarche. Tu vois, je suis un peu introverti, un peu timide. C'est difficile, et tu vois, déjà. respecter les règles de l'asso, parce que l'asso, elle accepte que tu fasses ça, mais pas ça. Hein, donc, tu n'as pas le droit de toucher les gens. Voilà, et puis, voilà, après, tu pars. Quand tu peux pas toucher les gens, ça te dérange. Tu me connais, je crois, mec. Ouais, exactement, c'est pour ça que... non, mais oui, non, ça, t'as raison. Après, je crois aussi quand même que aussi on est plus fort à plusieurs aussi. Indéniablement. Mais c'est vrai que dans le doute, et il y a plein de gens qui, pour passer à l'action, ont besoin de pouvoir le faire seul et de manière autonome. Et anonyme aussi, souvent via. Et anonyme, effectivement, ça c'est un très important. Et ça, c'est vrai que on critique beaucoup cet aspect d'Internet et du web, et qui est un fondateur en réalité. Ce truc d'anonymat, à la base, c'est une vraie volonté, parce que aussi on peut être qui on est, qui on veut être vraiment. Toutes les discussions sur le genre, sur toutes ces choses-là, les gens qui ne reconnaissent pas dans leur genre, ces questions-là n'ont pas lieu d'être sur Internet, en fait. Ça, normalement, en tout cas à la base, et ça c'est extraordinaire, effectivement. Et moi, je fais partie, en tout cas quand j'étais plus jeune, de ces gens où je me suis plus découvert. Pas sur la question du genre, mais sur j'étais plus à l'aise. C'est pas exactement vrai. Ouais, j'ai commencé à faire une introspection en live, mais non, mais je me sentais plus à l'aise quand je chattais sur l'IRC avec des hackers de partout dans le monde, quoi. J'étais à l'aise aussi dans la cour de récré en réalité, mais il y avait un autre aspect de toi qui se dévoilait à ce moment-là. Voilà, exactement. Voilà. Non, c'est ça. En fait, j'étais à l'aise. Il y avait deux parties. Il y avait une partie de moi, mais même aujourd'hui, avec laquelle je suis pas forcément à l'aise. Il y a plein de choses dont je parle pas, mais qui sont un peu dans ma vie privée numérique, où je peux échanger avec d'autres gens sur d'autres sujets, et sans qu'on sache, c'est pas moi, c'est pas mon nom, c'est pas ma photo, c'est pas. Et ça, c'est important, quoi. Moi, ça a été complètement dévoyé, malheureusement, avec tous les scandales et tous les haters et tous les gens qui utilisent l'anonymat négativement. Oui, pour leur plus bas fond. Voilà, c'est ça, tous les gens qui révèlent aussi leur face la pire parce qu'ils sont anonymes. Alors ça, c'est malheureux, mais c'est quelque chose de fondateur. Ouais. Oui, de fondamentalement humain aussi, je pense, malheureusement. Et ces aspects-là sont très importants, quoi, malheureusement. Le pire et le meilleur, ouais. Mais c'est... Ouais. Mais c'est vrai que...
là-dessus, moi, c'est ça qui me donne aussi plein d'espoir, en fait, dans l'humanité en ce moment, en fait. C'est cette capacité de se dire que j'ai un champ d'action, enfin, comme dans tous ces films-là, qui te disaient, mais tu as le pouvoir de changer ta vie, de changer le monde. Je pense que je trouve paradoxalement que ça n'a jamais été aussi vrai, en fait. Mais ça ramène, en fait, une autre tyrannie, je trouve, qui est très intéressante, c'est de la tyrannie de la réussite individuelle. Et je parle de tyrannie, le mot est vraiment... choisi. Le mot est vraiment choisi, effectivement. C'est-à-dire que maintenant, tu as un peu tout un tas de discours par tout un tas de gens qui disent mais non, t'as plus d'excuses. Tu peux plus sortir ça. Mais en fait, de facto, c'est vrai. C'est exactement ce que disait Charles Thomas dans l'épisode numéro 3, pour le coup. Ah oui. Désolée, j'écoutais celui de Théo, moi. Ouais. Non, mais c'est pas pour citer tous les épisodes et tout, mais c'est intéressant je dis parce qu'il avait ce truc, et ça m'avait marqué, j'avais trouvé ça sympa, mais après je te laisse finir. Mais oui, lui c'était vraiment ce truc-là, c'est aujourd'hui t'as plus d'excuses sur le côté entrepreneuriat, entreprendre. Tu vois, tous ces gens qui rêvent, ah oui, tiens, moi j'avais cette idée. Je l'ai jamais fait, ou alors voilà, moi, si je connaissais un développeur, je ferais ci ou ça, ou si j'avais l'argent, je ferais développer telle appli géniale. Et il disait ce côté-là, non, moi tu me dis plus ça parce que t'as plus d'excuses, en fait tu peux le faire, quoi. Tu peux le faire toi-même. Voilà, tu t'y mets tous les soirs et puis tu fais ton appli et puis tu nous fais plus chier, quoi. Oui, mais alors c'est ça en fait, justement. Mais il y a un mauvais côté à ça. Du coup, ça révèle d'autres strates de résistance. Parce qu'avant, les résistances, elles étaient en quelque sorte exogènes, elles étaient extérieures. Moi, je peux pas, j'ai pas de développeur, j'ai pas l'argent et tout ça. Et on se retrouve avec des résistances qui sont beaucoup plus à l'intérieur de soi. J'arrive pas, je suis paralysée, j'arrive pas à faire. Et je me sens nulle parce que normalement, j'ai aucune excuse pour pas le faire parce que j'ai tout en main pour pouvoir le faire. Et on en arrive à d'autres strates qui sont extrêmement inconfortables où la personne va dire mais en fait, je suis nulle parce que je me donne pas les moyens de le faire. Mais ça développe donc d'autres compétences qui sont des compétences extrêmement dures à avoir dans notre société, qui sont des compétences de concentration sur du long terme, des compétences comme ils disent, de consistance, de savoir extrêmement bien ce qu'on veut. Donc ça veut dire que on se retrouve avec quand tu as des personnalités qui sont très bouillonnantes, avec des feux d'artifice sans arrêt dans la tête, qui sont hyper contentes parce qu'elles vont penser qu'elles vont commencer quelque chose puis partir vers d'autres choses. Elles se retrouvent finalement face à ces éléments-là. On t'impose la réussite d'une certaine manière. Tu n'as plus le droit d'échouer parce que tu as tout en main. Tout est là. Et qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi tu ne fais pas ? Bah oui, mais en fait, il faut se poser vraiment cette question, mais pourquoi on ne fait pas ? Parce qu'en fait, finalement, on se rend compte qu'on n'a peut-être pas très bien travaillé son produit, parce que peut-être qu'on a eu juste l'envie de faire quelque chose, mais que finalement, l'envie, elle va pas aller jusqu'à la livraison. Et parce que faire pour faire n'est peut-être pas forcément la chose la plus intéressante. Et parce qu'on se rend compte, effectivement, que quand on a le no-code qui est là, qu'il y a tout un tas d'autres compétences à développer, comme savoir axer quel est son produit, qu'est-ce qu'on veut vraiment faire de son produit, savoir ce que c'est qu'un client, donc comprendre un peu toutes les notions de marketing et de vente. Qu'est-ce qu'on a envie de faire avec ça, par exemple ? Qu'est-ce que tu veux livrer ? Qu'est-ce que tu as envie de faire ? Qu'est-ce que tu as envie de communiquer ? Et donc, retravailler un petit peu, refondamentalement, ton envie, en fait. Mmh. Et donc, tu es obligé de faire face à toi-même, en fait, dans ces conditions. Et c'est extrêmement inconfortable. Ouais, mais tu vois, c'est marrant parce que... En fait, c'est un sujet, tu vois, auquel j'ai déjà... pensé et que j'ai jamais abordé par exemple dans le podcast, ce sujet du faire. Non mais c'est un sujet qui est très intéressant et on est obligé de prendre un pas de recul en fait, et c'est vraiment l'objectif de cet épisode, j'ai envie de dire, parce pour pouvoir parler un petit peu d'autre chose. Et tu vois, j'ai un truc un peu contradictoire en moi sur ce sujet du faire, tu vois, parce que j'ai du mal avec les gens qui font que parler, qui parlent beaucoup et qui ne font pas, tu vois. Moi je respecte beaucoup les gens qui font, et dans la communauté no-code il y a cette empreinte culturelle forte de la communauté des makers et des indie makers, où c'est la culture du shipping. Du livrable, de délivrer. Voilà, on est en France. Voilà, non mais tu fais bien, mais parce que je le dis d'abord en anglais, je traduis, tu vois, mais c'est ce truc de délivrer, quoi, vraiment délivrer. Si t'as pas délivré, t'es rien. Et en fait, ça, c'est un truc qui est très dur, en fait, c'est vrai, qui est très violent.
Enfin, mais parce qu'on te pousse à ça, tu vois. Et ce truc de building public et tout ça, tu vois, on parle beaucoup de ces choses-là. C'est très, très prégnant dans la communauté no-code et c'est une phase que je trouve super. Mais du coup, on n'aborde pas l'autre côté. Moi, je la trouve super oppressante, ça. Bah voilà, toi, et ça, on n'en parle pas. Oui, mais c'est oppressant, mais il y a des gens qui sont drivés, tu vois, qui sont stimulés par cette oppression, entre guillemets. Mais et il y en a d'autres qui sont complexes. Il y a d'autres qui complexent énormément. Absolument, tu vois. Et justement, là, on peut parler de ça. Et ça me rappelle un autre sujet que, du coup, je vais faire le parallèle avec un autre sujet que j'avais eu dans un truc très, très différent. J'avais fait une formation à l'Institut des futurs souhaitables autour de la prospective du développement durable, enfin, pas du tout nos sujets tech habituels, et où on parlait de cette injonction à faire. On vit dans une société où il y a une injonction à faire. Il faut faire des choses, tu vois. Il y a là, comme je le disais, comment ça se matérialise dans notre communauté, dans notre écosystème, on va dire no-code, mais pas que, quoi. Indie Maker ou chez The Family, Coup d'État, tout ça, c'est aussi beaucoup là-dedans. Mais après, ça, c'est partout, tu vois, pour l'environnement, pour tout, il faut faire. Et en fait, tu te rends compte que, du coup, on valorise pas du tout, et peut-être l'année 2020 a changé un peu ça, le fait aussi de ne rien faire, de ralentir, de rêver un peu, de réfléchir. Tu vois, parce que des fois, en fait, faut pas faire trop vite, quoi. Des fois, il vaut mieux réfléchir, tu vois, comme nos grand-mères nous disaient, tu tournes 7 fois la langue dans ta bouche avant de parler, tu vois. Et il y a aussi ça dans l'action. Je pense qu'il y a des gens, des fois, enfin, tu vois, c'est là où j'ai un sentiment très contradictoire. C'est-à-dire que moi, je passe mes journées, mes office hours à dire aux gens, bon, quand vous avez une idée, vous faites un proto avec ci, avec ça, et vous le balancez, vous voyez comment les gens réagissent. Et en même temps, des fois, je me dis, ce truc de, voilà, est-ce qu'on, des fois, tout n'est pas, on n'a pas besoin de tout faire, quoi. Des fois, il faut ne rien faire. Mais c'est clair, parce qu'en fait, tu l'as très bien dit, il y a une injonction à faire. Mais il n'y a jamais une injonction à être, en fait. Non. Et c'est ça le vrai problème. C'est que t'as des personnes, elles vont être hyper contentes d'être heureuses, d'être dans un environnement où tu sens que le possible est là. Elles vont se sentir stimulées par ça. Elles vont s'en sentir stimulées d'apprendre des nouvelles choses. Mais elles estiment qu'elles n'ont pas forcément besoin de livrer pour être. Tu vois ? Je sais pas comment te dire ça. Ouais, mais c'est... Parce que c'est pas le même caractère. Et que moi j'en ai connu des gens qui passaient leur temps à faire des choses pour s'oublier eux-mêmes, en fait. Mais tu fais bien d'amener ça, tu vois. Mais par exemple, moi, du point de vue de la formation, alors, c'est mon business de vendre des formations. Moi, je suis content quand les gens ils font plein de formations. Mais je croyais que tu faisais du bénévolat. Mais non, mais tu vois, et je veux dire, déjà, je l'avais vécu à Saint-Plon. On voyait, on avait des gens, ils enchaînaient les formations et ils allaient jamais bosser, tu vois. Et parce que c'est des problèmes de confiance en soi et tout. Voilà, compris, tu viens vers des problèmes intrinsèques. Et en fait, tu vois, des fois, je me disais, mais c'est vrai que j'avais tendance à me dire, mais c'est bon, tu vois, enfin, genre, il y a plein des élèves comme ça. Je disais, mais c'est bon, tu vois, tu connais assez pour aller chercher un boulot, tu vois. Ils disaient, non, il faut que je fasse encore une formation pour. Pourquoi il y a cette stratégie d'évitement ? Et ça qui est intéressant. Ça, c'est une vraie question. Mais ça, après, chacun a une réponse un peu différente, je pense. Mais parce que c'est là où on revient. Non, et je suis pas d'accord. Bah non, mais parce que c'est là où on revient là où tu veux partir. Là. C'est là où on est dans le cœur des choses. C'est que le no-code, ça t'oblige à regarder aussi au fond de toi-même qui tu es, en fait. Pourquoi tu fais pas ? Bah ouais, pourquoi je fais pas ? Pourquoi j'y arrive pas ? Alors, c'est quoi les raisons de ça ? Parce que c'est vrai que ça, par exemple, moi, c'est un truc que je vis pas vraiment. Oui, on est très différents tous les deux. Mais non, mais c'est intéressant parce que du coup, je pense que dans notre auditoire, tu vois, est-ce que c'est 50-50 des gens qui font et des gens qui font pas, qui arrivent pas, tu vois, donc des gens forcément doivent se reconnaître, tu vois. Mais parce qu'il y a des gens qui, en fait, quelle est toi ta perspective là-dessus ? Bah, c'est une perspective, j'ai envie de dire à plus haut, à plus échelle. C'est pas par rapport à des chiffres, c'est la question de qu'est-ce qui te nourrit et qu'est-ce qui te rend heureux, en fait. Qu'est-ce qui va te nourrir, en fait, intérieurement ? Est-ce que tu crois que c'est d'apprendre, de comprendre que t'as un possible et que donc tu sais que t'as ça au fond de toi et que tu dis oui, je sais qu'un jour là je serai prêt et je ferai tout ça parce que je serai prêt. C'est peut-être une question aussi d'être prêt, de livrer quelque chose. Il y a des gens pour qui c'est pas du tout intéressant de livrer pour eux. Ce qui va les intéresser, c'est le champ des possibles. C'est de se dire, c'est waouh. Explorer. En fait, je vais détenir petit à petit toutes les clés et je vais pouvoir ouvrir toutes les portes. Et puis il y a cette peur fondamentale d'ouvrir une porte. Et on ne sait pas pourquoi, mais un jour, la personne se sentira suffisamment en confiance avec toutes les clés qu'elle a dans la main pour en ouvrir une, ou en ouvrir deux, ou en ouvrir trois en fait.
Elle pourra le faire à la fois. Quand on peut pas livrer, il faut pas forcément juger à ce moment-là. Faut questionner, en fait. Il faut questionner sur qu'est-ce que ça fait de livrer. Parce que livrer, ça peut être, même si on fait en numérique, mais ça peut être hautement impudique, en fait, de le faire. Il peut y avoir vraiment un moment de se dire, j'ai livré ça, c'est pas par rapport à mes attentes, c'est nul, ça fait super longtemps que je suis dans la communauté, je vais livrer cette bouse-là. Il y a tout ce décalage où on se sent très assuré parce qu'on a appris, on a des connaissances. Il y a des gens qui vivent mais sans arrêt dans leur vie dans la théorie, faut pas se leurrer. Mais il y a des institutions où les gens ils parlent jamais de l'école. Ils s'en contentent totalement. Puis ils vont conseiller, ils vont faire des tests super intéressants sur des trucs très haut placés sur l'entrepreneuriat et tout. Et ils ont même pas fait un truc que le mec, il a 2 ans après son BTS, il a vendu des voitures et il est plus expérimenté que lui sur des choses du réel. Ce sont des typologies de pensée, des typologies je vais utiliser un terme en anglais, mais du nourrissement de soi-même, en fait. C'est comment t'appréhendes le monde. En fait, on en revient toujours à ça, en fait. Et c'est vrai que le no-code m'a permis vraiment... J'ai longtemps creusé ce truc-là quand j'allais courir, quand même. Et je me suis dit, mais tiens, pourquoi il y a des gens qui livrent? Pourquoi il y a des gens qui délivrent pas? Pourquoi il y a des gens qui ont peur de délivrer? Mais il y a des choses beaucoup plus fortes que ça. Il y a des frontières beaucoup plus fortes que ça. Il y a des gens que ça intéresse pas de délivrer. Tout court. Il y a des gens, ils vont sentir dans un sentiment de plénitude en permanence parce qu'ils apprennent des nouvelles choses, parce qu'ils se stimulent. Ils se stimulent intellectuellement. Et ça leur suffit, cette stimulation intellectuelle. De se dire, je comprends le monde. Et ça me suffit de comprendre le monde, tu vois. Et il y a des gens qui vont être rattachés parce qu'ils sont dans les hautes sphères, ils sont là-haut, quoi, en fait. Kitty a mis sa main au-dessus de sa tête. Et t'en as d'autres qui sont, voilà, ils sont c'est des agriculteurs, tu vois, c'est des pieds dans la terre, ils peuvent pas Kitty vivre. Tape du pied. Voilà, Kitty tape du pied. Ils doivent sortir quelque chose. Ils n'existent pas s'ils n'ont pas livré quelque chose, tu vois, comme tout comme. C'est pour ça que je te parle d'agriculteur ou de qui que ce soit qui est dans le monde fermier. Moi, j'avais eu une personne, je me rappelle, je regarde beaucoup les documentaires de l'INA, je trouve hyper intéressant. Déjà, ça empêche d'être nostalgique sur la vie d'avant. Ouais. C'est radical. Et qui dit, moi, je suis rien, moi. Moi, ce sont ces fromages, c'est ce lait, ce sont ces vaches. Il est dans la production qu'il fait, en fait. Et il y a des autres qui seront dans la réflexion en permanence. On ne peut pas comparer. Et moi, ce no-code, ça m'a vraiment permis de comprendre ça, en fait. De comprendre que on est tous différents et qu'il y en aura qui vont tout de suite, parce qu'ils ont compris que c'est un outil, ils ont cet esprit-là, ils vont livrer. Parce qu'ils veulent sortir un produit, tout ça. Donc, ça va être hyper intéressant. Ils vont comprendre en se cassant les dents et tout, mais c'est pas grave. Ils vont itérer. Ils vont être agiles. Ils vont être comme cette période-là en ce moment. C'est super. Il y en a d'autres qui ont besoin d'avoir toutes les clés, comme j'ai dit tout à l'heure. Et ils se sentiront prêts à un moment parce qu'ils ont toutes les clés. Et ils vont faire quelque chose de très puissant parce qu'ils vont faire des liens entre ces choses-là, entre tout ce qu'ils ont appris, en fait. Ils ont besoin de faire des liens entre les trucs et d'avoir une perspective et ça va sortir. Et ils vont sortir un truc puissant. Puis il y a des gens qui vont rester complètement juste dans cette connaissance, dans ce lien. Et ils vont s'en contenter, ils vont être contents. Et ça va très bien aller aussi. Et le no-code, il peut aller pour ces 3-là, en fait. Mais du moment que ces gens prennent conscience de ce qu'ils sont, de leur force, et comment ils l'acceptent là-dessus, mais tant mieux, quoi. Ils prennent leur propre code à eux, et ils le mettent en place, dans leur propre structure interne. Voilà, conclusion, la boucle est bouclée. Voilà, mais en fait, l'air de rien, j'aimais bien les cours de philo, hein. Ouais, mais ça se voit. Quand j'étais enceinte et tout, je donnais cours et tout, je m'ennuyais totalement, j'aime pas la télé. Et je regardais le mur blanc et je réfléchissais, la petite, elle écrivait. Non, c'était bien. Je rentrais, j'étais, c'était bien, c'était épuisant. Mais en fait, pour moi, c'est vraiment très très important qu'on ait cette occasion de discuter autrement, en fait, d'un outil qui est plus qu'un outil, qui est beaucoup plus qu'un outil. C'est un champ d'action possible. C'est un vortex. qui peut t'absorber. Je pense que pas mal de gens vivent ce côté vortex quand ils découvrent le no-code, le champ des possibles, ce qui existe maintenant aussi. Tu vois, mine de rien,
communauté, du contenu, des formations, des événements. Bon, tout est chez soi, mais il y a maintenant en français, j'ai envie de dire, c'est pas parce que on y a contribué, mais il y a un vrai vortex. Alors en plus, si tu parles anglais, alors là, t'as double profondeur, quoi. T'es aspiré jusqu'au bout, mais. Ouais, enfin, t'as l'impression d'être dans la route des vacances et t'as 150 000 trucs partout ou t'es à Singapour, quoi. Ouais. C'est assourdissant, en fait. Tu sais plus où chercher quand t'as trop de choix, quand t'as trop de trucs qui sont partout, tu ne sais pas quelle est la référence. C'est extrêmement déstabilisant pour un humain. Mais moi, je trouve qu'en français. Non, est-ce que tu dirais ça aussi? Enfin, là, on parle vraiment du no-code précisément. Mais en anglais, par en exemple. français, en anglais, non, en anglais, Parce vraiment... qu'en français, je trouve que là, on est dans le moment intéressant. Alors, je suis complètement biaisé, mais où il y a du contenu, il y a des choses, mais il n'y a pas encore trop de bruit autour. Tu vois, et ça va venir inévitablement, parce que là tout le monde, on voit bien, tout le monde se met à aller de son petit article, c'est quoi le no-code, et puis des contenus, des machins. Moi je suis content parce que c'est un signe que tout ça prend. Par contre, c'est vrai que ça fait que non, pour aller distinguer le grain de livret, comme on dit, c'est pas forcément évident, et ça va l'être de moins en moins. Après, nous, on est des références quand même. En fait, avec ne serait-ce que nos codes France, on peut ramener en disant plusieurs fois, on a mis quand même, en gros, voilà les outils qui sont hyper importants, qui vont vous permettre de pouvoir faire ceci, cela. Et en plus de la description des outils, comme par exemple les dernières vidéos que tu fais des cas d'études où tu fais des liens avec les outils pour construire des possibilités d'action. Bien sûr. Hein. Voilà. Et donc, du coup, de créer ton truc de casquette, là, j'ai trouvé ça super rigolo, quoi. C'est très sympa. Et voilà. Moi, je veux que ce gamin de 15 ans, oui, toi qui m'écoutes, ce petit gamin de 15 ans dont j'arrête pas de parler, je veux que tu sois chez toi et que tu sois. Et qu'au lieu de te dire, je vais descendre et fumer du shit, ça sert à rien, tu te dises, tiens, si je vendais de la thune en faisant de la thune moi-même, et si j'essaie d'expérimenter avec mon téléphone. Il peut vendre du shit via une application Glide. Alors ça, c'est interdit par la loi, monsieur. Une mauvaise idée. Ouais. Mais non, on n'a pas le droit. Je préviendrai Stan alors parce qu'il voulait faire ça. D'accord. Écoute, ça tombe bien, la Stasi nous écoute. Elle existe encore, c'est vrai. Elle a changé de nom, juste. Oui, je sais, je suis toujours arrêt sur écoute. Je rigole. Mais oui, c'est pas parce que tout est possible que tout doit être fait. Ah, ça, on est bien d'accord. Ouais. Mais ça, il y a beaucoup, beaucoup de dérives et de choses. Après, il y a une partie de cette dérive et de ces trucs qui sont pas nécessaires d'être faits, qui sont quand même faits parce que les gens qui les font apprennent en les faisant. C'est peut-être un peu trop alambiqué ce que j'ai dit. Mais... Je reprends du Coca Zéro, mais j'ai pas tout compris. Non, mais parce qu'il y a. Non, mais tu dis, c'est pas parce que tout peut être fait que tout doit être fait. Moi, je pense que j'ai dit, c'est pas parce que tout est possible. Tout est possible. Tout peut être fait. Peut ou doit. Peu. Pas d'injonction, s'il vous plaît. Oui. Des tolérances. Je viens de te faire un justificatif pendant 15 minutes, là, avec les étoiles dans les yeux. J'ai cru que j'étais Robin Williams, tu vois, dans le film. Et non, c'est une question de pouvoir aussi. C'est une question de possibilité des gens, en fait. Bien sûr, mais je pense que tout le monde doit pouvoir choisir ce qu'il a envie de faire, tu vois. Il y a des choses qu'ils vont faire, que les gens vont faire, qui servent à rien. Par exemple, tu vois, le tuto vidéo dont tu parlais, que j'ai fait là pour apprendre aux gens à vendre des casquettes avec Typeform, Airtable et Zapier, je l'ai fait vraiment à but pédagogique. Mais en réalité, ça n'a pas vraiment de sens de faire une boutique comme ça, tu vois. Il y a d'ailleurs quelqu'un, le premier commentaire, le mec il m'a dit arrête de faire ça et utilise Shopify, tu vois. Enfin, il me l'a dit beaucoup plus gentiment, mais et le mec il avait raison. Et moi j'avais envie de lui dire ça, je fais ça parce que on apprend quelque chose en le faisant, quoi. Tu vois, c'était un truc pédagogique. Oui, mais en plus, mais peu importe. Enfin, je veux dire, il n'y a pas une mainmise d'un référentiel. Non, mais c'est une question d'efficacité, tu vois. C'est une question de. Nous, on essaie d'être pragmatique. Aussi, c'est peut-être beaucoup moins cher de faire la manière dont tu l'as fait. En l'occurrence, c'était 3 fois plus cher, la manière dont je l'ai fait. C'est pour ça que le gars me rappelait à l'ordre. Enfin, me questionnait, tu vois. Et on n'a pas. Mais parce que, voilà, moi, tu vois, c'est bon, sans rentrer trop dans les détails de cet exemple-là. Mais je pense qu'il y a des fois, il y a des choses, il faut les faire juste pour expérimenter, pour apprendre, et pas forcément parce que c'est la manière de le faire. Dixit, un ingénieur. Mais non, Nous entendons un ingénieur parler actuellement.
Non, mais bon, bref, tu vois, je pense. Non, mais parce que je dis ça aussi parce que moi, je suis au contact de plein de gens qui me questionnent, tu vois, quand on fait nos office hours sur la meilleure manière de faire leur projet. Crois en Dieu. Et donc, je donne jamais mon avis sur les projets, rarement, sauf quand je pense que c'est une bonne idée. Sinon, j'essaie de pas juger. Je le dis quand je pense que c'est une bonne idée, mais quand je pense que c'est pas une, je le dis pas, tu vois. Et je réponds juste aux questions. C'est pour ça que j'ai rien dit sur mes projets. Non, je rigole. Maintenant, vous le savez, j'aurais pas dû dire. Non, mais tu vois, et en fait, il y a des gens, je vais leur dire, en fait, c'est ton idée, c'est sûr que ça va pas marcher, tu vois. Alors bon, en toute humilité, tu vois, après, des fois, on sait pas, on a des super surprises, tu vois. Mais bon, il y a des gens, je veux dire, j'ai déjà vu, tu vois, je vois les écueils dans lesquels ils vont. Alors, j'essaie de leur éviter les écueils, on va dire, techniques, ça, c'est ce qu'on s'engage. Après, sur l'idée, la manière dont ils vont faire, etc., bon, bah, après, on fait comme on apprend, tu vois. Moi, je donne mon avis, mais. Et je pense que ça fait partie de leur parcours, tu vois. Après, bon, là, on tourne un peu en rond autour du truc de faire, parce que c'est vrai que moi, je pense que c'est bien de faire, et puis quitte à se planter, et puis on apprend, et puis. Non, mais l'apprentissage, c'est la base de l'humain. L'apprentissage, l'erreur, apprendre de l'erreur, c'est la base d'un être humain qui se construit, de toute façon. Mais ouais, j'ai perdu un peu l'idée de ce que je voulais dire, mais bon, bref, on sait. Non, mais le truc des casquettes était, oui, effectivement, c'est super intéressant de montrer un autre chemin, en fait. Bon, après, je pensais que c'était moins cher. C'était vraiment pour le principe de montrer un autre chemin, quoi. Ouais. C'était vraiment. Parce que qu'est-ce qu'on fait le jour où Shopify décide de durcir Moi, j'ai toujours ces grosses boîtes qui sont un peu en mainmise comme Amazon ou tous ces trucs-là. Bien sûr, c'est bien d'avoir des alternatives, tu vois. Puis nous, en fait, tu vois, moi, ce que j'aime, c'est cette approche de Lego dans le no-code, et moins cette approche très intégrée, très monolithique. J'utilise Shopify ou Bubble, tu vois, c'est vrai que ça me plaît moins, donc c'est aussi pour ça. Et d'ailleurs, je crois que c'est ce que j'ai dit dans le commentaire au gars, je lui disais, si j'avais utilisé Tally ou Jotform, Integromat, et puis Google Sheets, par exemple, le coût me revenait moins cher que Shopify, tu vois. Mais moi, j'avais envie de montrer avec ces trois-là, quoi. Donc, oui, non, mais t'as raison. Je pense que c'est ça l'idée, nous, derrière notre truc, c'est qu'on forme. Donc, on veut former les esprits et un peu la souplesse, tu vois, et pas donner des solutions toutes faites. Tu vois, et moi, j'espère que les gens qui regardent nos vidéos, ils disent « Ah ouais, c'est possible d'utiliser Zapier comme ça, c'est possible. » Vu que tous ces trucs sont très modulables, très compatibles, et voilà, et que les gens se disent « Ah ouais, bah en fait, Typeform, c'est trop cher, et bah je le remplace par un autre, et c'est pas grave, quoi. » Ouais, tu vas parler à une minorité de gens, mais ces gens-là, tu vas les atteindre avec ça. Mais par contre, c'est clair que ce sont minoritaires. Ça va petit à petit. Non, mais j'ai pas de doute, tu vois, je me fais pas d'illusions sur le fait que les gens, souvent, ils trouvent nos contenus en tapant comment faire une boutique, tu vois. Et ils veulent une réponse, ils veulent aller tout de suite. Tu vois, mais c'est pour ça que nous, nos formations, on n'a jamais pris l'approche comme peut avoir plutôt nos amis d'auto, très clone, tu vois. Je te montre comment faire un clone de Vinted. Ça, moi, en fait, ça m'intéresse pas. Tu vois, moi, ça m'intéresse pas. Moi, ce que j'ai envie de te montrer, c'est comment utiliser Adalo. Voilà, nous, on a une formation à Adalo. Dans la formation, il y a un exercice pédagogique, un fil rouge, mais on ne te dit pas tu vas apprendre à faire tu fais un clone de Airbnb ou de je sais pas quoi, tu vois. Ça c'est pas le sujet. Nous, on a envie de former l'esprit et de dire parce que si tu maîtrises Adalo, tu peux faire ce que tu veux. Ouais, tu peux faire un outil comme ça. C'est ça, et tu vas faire ton clone de Airbnb qui va pas marcher. C'est pas grave, tu vois, parce qu'a priori, il y en a déjà beaucoup trop des clones de Airbnb. Et après, par contre, tu vas pouvoir faire d'autres choses. Tu vas pouvoir avoir une meilleure idée, ou alors peut-être tu vas pouvoir faire des applis pour quelqu'un d'autre. En tout cas, tu auras appris une compétence, quoi. Et ça a de la valeur. Et au pire, même, tu t'en sers jamais, tu fais rien avec. Non, tu fais une thèse dessus. T'es la troisième catégorie. Tu réfléchis sur l'impact, par exemple, des dérivés sur les tableaux, sur Adalo. Tu vois, n'importe quoi. Ouais. Tu vas réfléchir sur un truc complètement étriqué et tu vas dire ah ouais. Non, mais tout à fait. Là-dessus, je suis vraiment. Et tu te rends compte de la multiplicité de l'être humain, de l'appréhension de la connaissance par l'être humain. Tout à fait. Ça, c'est ce qu'il me dit en général quand je suis en grand délire et qu'il comprend plus rien à ce que je raconte. Si, non. Soit quand je suis en grande réflexion et qu'il comprend plus rien à ce que je raconte. Non, c'est aussi parce que des fois, je pense qu'il faut pas toujours se sentir obligé de répondre. Tu vois, c'est un peu dans le même ordre d'idée, mais quand on n'a rien à dire, eh ben, on n'est pas obligé de dire quelque chose. Tout à fait. Tu vois, et ça ne veut pas dire, ça ne préjuge pas de ce qu'a dit la personne auparavant. Ça, je pense que c'est important. Moi, c'est vrai que je fais partie des gens, tu vois, qui apprécient le silence et qui peuvent ne rien dire, tu vois.
tu vois, je peux dire oui, tu vois. Si quelqu'un dit quelque chose de très intelligent, je vais dire oui, ouais, je suis d'accord, tu vois, et puis c'est tout. Sans forcément donner mon avis et rajouter. Parce que souvent, les gens, quand ils font ça, ils redisent la même chose que ce que tu viens de dire. Ils l'ont reformulé autrement. Voilà, ils te le reformulent autrement, mais c'est exactement la même chose. Il va dire, écoute, moi c'est exactement ce que je pensais, et puis il reformule exactement ce que tu viens de dire. Exactement. Et donc voilà. Et après, on se retrouve dans une émission politique où de toute façon plus personne ne s'écoute, et tout le monde sort son discours. Tout le monde dit plus ou moins en se le réappropriant, c'est parfait. Exactement. Et en faisant des grands gestes comme ça, et en t'accostant en disant, écoutez, Claire. Et, voilà, et en plus après t'as ton truc. Moi c'est pour ça que j'aimais beaucoup regarder les discours politiques de Sarkozy, ça me fascinait. Ah ouais. Donc oui, c'est la personne pose la question, la journaliste pose une question A, il sort son discours 22. Il arrive avec la question 1. Mais ça, ils font. Et la journaliste regarde et elle pose la question B. Moi, c'est exactement la raison pour laquelle je peux plus regarder. Je supporte pas de regarder les politiciens, quoi. Mais parce que tu déconstruis pas le discours. Tu déconstruis pas le discours tel qu'il est. Moi, c'est le principe. Moi, j'aime pas le principe que si je te pose une question, tu réponds pas à ma question, tu vois. Ouais, mais comme les journalistes... Tu veux juste me glisser ta salade, tu vois. Ouais, mais oui, en fait, comme ils ont pas le droit, en fait, il y a tous ces trucs politiques. Oui, mais les journalistes, ils fréquentent tous avec des politiques, quoi. Ils sont tous mariés à des politiques, qu'est-ce que tu veux que je te dise. Ils sont... Et voilà, nous sommes à nouveau, je prends ma voix de Marina Foïs, nous sommes à nouveau dans un code où tout le monde est ensemble. Et puis, il se passe des choses entre eux qui fricotent. Voilà, je vais reprendre un verre de vin. Marina. Non, mais d'ailleurs, un gros bisou à notre Marina, à nous. Une petite pensée, voilà. Tout à fait. Je t'aime, Marina. Et donc, ouais, du coup, c'est vrai que moi, j'ai vu, juste pour conclure, j'ai vraiment vu dans le no-code un outil générationnel qui est vraiment arrivé à un moment. Dans la société, il y a des vagues, en fait. Hein, c'est un petit peu cyclique. Il y a des tendances. Hein, on pourrait rajouter tout ce qui est cycle de la nature et statistique en même temps. Mais je trouve que le no-code, l'éveil enfin sur le no-code et ce développement, il arrive à un point où il y a plein d'autres choses qui ont l'air de rien avoir à faire ensemble, mais qui sont cette espèce de renversement de la société. Un renversement de la société que je trouvais qui était à la fois au début dans l'histoire qui était très très collectif, qui est devenu très individualiste et qui devient maintenant de l'individualisme qui est lié au collectif, qui se comme tu vois toutes ces boîtes qui partaient, qui étaient en France, qui partaient se délocaliser et qui commencent à se relocaliser. Tu vois on est dans quelque chose où on va profiter des deux expériences précédentes pour créer un individualisme qui va mettre en place un collectif basé sur le meilleur des deux en fait. Et on arrive à se dire mais non, champ d'action, hop, on va pouvoir faire ça, on va pouvoir faire ça, on va pouvoir faire ça, et on va aider la communauté, mais de manière peut-être plus individualiste qu'avant. Et le no-code est là-dedans, en fait, complètement là-dedans. Va être un outil qui va permettre de permettre à ces individualités qui aident la communauté à totalement s'épancher, à pouvoir pleinement asseoir ce pouvoir de se dire, je suis là et je vais aider à faire ça, et je vais pouvoir faire ça, et j'ai ma place ici, parce que je fais ça, ou parce que je vais aider à faire ça. Voilà. Et on se réintègre en tant que citoyen actif dans sa communauté. Ouais, alors je vais pas redire du coup tout ce que tu as dit, mais parce que je suis non seulement très d'accord, et en fait ce que je trouve très intéressant, c'est que tu as mis des mots très différents sur des choses qu'on dit des fois. Enfin, t'as mis des mots différents, tu l'as formulé d'une manière un peu plus profonde, je trouve. Je sais pas. Enfin, je suis curieux de voir ce que les gens auront pensé, les gens qui auront écouté jusqu'ici de cet épisode, parce que ce que tu dis est très intéressant. Et je pense qu'il y a un fond, tu vois, autour du sujet de la démocratisation. Et de la sociologie, en fait, ça, en fait, c'est important ce que tu dis, je pense, peut-être au niveau de l'individu, tu vois, on parle beaucoup quand même, tu vois, en tant que contournement, de démocratisation, de moyens de production, etc. Mais finalement, en restant un petit peu dans le vague et sans vraiment s'intéresser aux individus, aux gens, tu vois, et à ce que ça amène aux gens, ou pas, d'ailleurs, ou par exemple, tu vois, à l'oppression, entre guillemets, que ça peut amener, comme tu as évoqué tout à l'heure. Enfin, et donc, je trouve ça vraiment très important, en fait, tu vois, parce que un peu cette mise en abîme, c'est pas le bon mot d'ailleurs, c'est pas l'expression. Mise en perspective. Mise en perspective, voilà, c'est une meilleure
meilleur. Donc merci pour ça. On arrive sur, je sais pas, ça fait 1 heure à peu près, ouais. Donc c'est bien pour s'arrêter là. Mais je sais pas si t'avais envie de conclure. Enfin, je trouve que t'as déjà bien conclu là. Donc, mais Moi, je demanderais à toutes les personnes qui sont en ingénierie ou des personnes qui sont plutôt très axées outils d'ouvrir des livres de sociologie. Du fond du cœur, je sais que ça peut être quelque chose. Moi, c'est une matière que je méprisais profondément quand j'étais plus jeune. Je trouvais que c'était les gens qui faisaient sociaux, c'est des gens qui savaient pas où ils voulaient aller. Et c'est toi qui l'as dit. Hein. Oui, non, mais je le dis vraiment. Je dis vraiment ce que je ressentais quand j'étais jeune étudiante. Je me suis intéressée beaucoup plus tard à Bourdieu, à Foucault, à Pinson-Charlot là sur tous ces mécanismes. Et je me suis rendu compte à quel point la sociologie était quand même vraiment l'essence de la découverte d'une étude de la société sous un angle à la fois humain, politique, économique, et que c'est absolument passionnant pour comprendre le monde qui nous entoure. Et que on se relie à une autre partie de nous-mêmes quand on ouvre des bouquins de sociaux. C'est marrant parce que du coup, ça fait 2 épisodes de suite, en fait, où on a un message. Alors, avec Simon, c'était c'était différent, mais il avait cette même idée il faut arrêter un peu de parler des outils. Dans le no-code, tu vois, on est très axé, les outils, Airtable et ci et ça, et on passe notre temps à parler de ça. Alors qu'il y a d'autres sujets autour, quoi. Moi, il y a un truc qui me fascine. J'adore quand les gens ils parlent des outils. Mais moi, j'adore voir les mains qu'ont fabriqué ces outils. Ce que j'aime beaucoup, c'est me dire, mais qu'est-ce qu'elle a fait, cette main ? Pourquoi elle a fabriqué cet outil ? Qu'est-ce qu'elle voulait avoir comme intention ? Qu'est-ce qu'elle a voulu donner là-dedans ? Et c'est ça que j'aime, en fait. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce signe les signes chinois, en fait, les idéogrammes, qui montrent les individus et qui sont liés à ce qu'ils font. C'est avec l'homme qui est le signe du travail et la femme qui est le signe avec le ventre et tout. Et je trouve que c'est revenir à cette notion de labeur, entre guillemets, et à savoir qu'est-ce que fait l'humain, en fait, derrière cette production. C'est très drôle parce que du coup, Simon, c'était l'autre côté. Il s'intéressait à quel est le produit qu'on fait avec ces outils, enfin à la finalité. Alors moi, c'est l'intention. Et toi, c'est l'intention et la main. Et je trouve ça très intéressant. Et du coup, ça se suit parfaitement, quoi. Je trouve. J'ai pas écouté son truc, parce que je sais pas. C'est normal, il n'est pas sorti encore au moment où On a eu une formidable communication télékinésie. Voilà. Non, mais je suis content un peu de cette. C'est la meilleure interview que tu as eue. C'était. Faut dire oui dans ces cas-là. Interview très, très différente. Et parmi les meilleurs. Mais tu sais, chaque épisode, c'est un petit peu comme mes enfants, je les aime tous. Oui. Enfin, t'as tes préférés. Hein. Voilà. On le sait tous. Mais bon, écoute, merci beaucoup. Ah moi ça va mieux, je l'ai fait, je crois que je vais avertir la planète entière, personne va l'écouter, on s'en fout, c'est pas grave. Et alors je sais pas, je pense que des gens l'écouteront, j'espère en tout cas. Ah mais je vais vous harceler tous. Parce que j'espère très sincèrement que les gens n'écoutent pas que les épisodes où on parle des outils. Et de toute façon, c'est vraiment le projet de cette 5e saison. Voilà, donc tous les épisodes seront un peu différents, et il y aura pas trop d'outils on va faire les choses très différemment. Et je pense que celui-là était probablement le plus différent de la saison, mais je sais pas, j'en ai encore 7 à faire, on verra. Mais en tout cas, n'hésitez pas, il faut l'écouter, surtout si vous l'écoutez à l'envers, en le mettant à une vitesse 1,5, je sors un lien HTTP où il y a un sexto. Donc il faut que vous l'écoutiez. D'abord à l'endroit, puis à l'envers. Voilà. Bon. Non, mais après, je sais plus conclure, tu vois. Donc. Non, j'ai déjà conclu. Voilà, t'as tout conclu. Et écoute, merci beaucoup, Kitty. Et puis, non, attends, alors, j'ai quand même te poser là une question. Où est-ce que les gens peuvent te trouver et te suivre si les gens veulent t'interpeller suite à cette discussion? Alors, il y a le Slack, non, évidemment. Non, pas les flics, s'il vous plaît. J'ai déjà donné. Je ne touche plus personne. C'est fini. Donne pas ton adresse. Non, je fais la tour Montparnasse au 53e étage. LinkedIn, Twitter, tout ça, Slack. Oui, Kitty Rose sur LinkedIn. Kitty, plus loin Rose, ROZ2. Et je donnerai le lien sur KitKit Agency. Et puis, sinon... tu me donneras, je mettrai dans les notes, comme d'habitude. Et de toute façon, Sinon, je suis sur le Slack, je suis une admin. Et je ferai toujours la personne en disant, ça n'a rien à voir ici, s'il te plaît, tu dégages ça. Heureusement, on n'a pas trop à le faire. Mais tu fais partie de la team des super flics. Donc, voilà. Ah, moi, je voulais sortir un autre truc, mais c'est très, très gore.
Ouais, je vais arrêter l'enregistrement et puis tu pourras le dire après. Merci et à très bientôt. Allez, salut les amis! Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. C'est cool, ça vous a plu a priori, sinon je pense que vous auriez arrêté bien avant. Et bah écoutez, venez sur le Slack de No Code France, dans le channel Podcast Contournement pour qu'on en discute. Voilà, je suis sûr qu'il y aura des réactions, en tout cas je suis très curieux de savoir ce que vous en avez pensé, aussi quelles sont vos idées, hein. Vous avez le droit d'être d'accord, pas d'accord. On peut continuer le débat, c'était une discussion très ouverte. Voilà, en tout cas c'était chouette, et puis je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode qui, je ne sais pas encore quel va être à vrai dire, mais voilà, ça sera une petite surprise et plein de bonnes choses à venir encore dans les futurs épisodes. Voilà, à très bientôt.